Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les inégalités filles-garçons. Dans la première vidéo, on a fait un petit état des lieux sur les stéréotypes sexistes, leur omniprésence souvent même sans qu'on s'en aperçoive. Aujourd'hui, on va voir la multitude d'impacts qu'ont ces stéréotypes, dont on ne perçoit pas toujours bien la portée. On se dit que c'est pas si grave, pourtant on va voir que les enjeux sont réels et immenses. La place, des femmes dans l'histoire de France, qu'on raconte et qu'on retient est limitée. Ça se reflète dans le nom des rues, ou les programmes scolaires. Sorties de Jeanne d'Arc, allez peut-être Hubertine Auclair au collège et Olympe de Gouges, au lycée. Alors certes, pendant une grande partie de l'histoire, les femmes n'avaient, pas le droit de diriger, d'accéder, aux hautes études et cetera. Mais il est temps de reconnaître et mettre en valeur les femmes qui méritent notre mémoire. Les résistantes, Joséphine Baker, Germaine Tillon, les mathématiciennes comme Catherine Johnson de la NASA, les politiciennes, Simone Veil, Françoise Giroud, les militantes, Angela Davis, Wangari Maathai ou Malala Yousafzai. On ne sait même pas comment prononcer leur nom. Bref. Dans les sciences, même constat. On a même un mot pour décrire la minimisation récurrente ou même le déni de la contribution des femmes à la recherche scientifique. Ça s'appelle l'effet Matilda. Le travail des femmes est souvent attribué à leurs collègues masculins. Parmi elles, on cite souvent en première ligne Rosalind Franklin, pionnière de la biologie moléculaire qui a formulé la structure de l'ADN. Il y a aussi Lise Meitner, physicienne qui a joué un rôle majeur dans la découverte de la fission nucléaire. Et dans les deux cas, ce sera le collègue ou le neveu qui obtiendra le prix Nobel. On entend aussi que Mileva Einstein aurait été d'une grande contribution dans la théorie de la relativité, mais elle est restée complètement inconnue. Et dans la sphère politique, eh bien, bon, la part des femmes progresse, mais on est encore loin de la parité, surtout aux plus hautes fonctions. 36% des députés et des sénateurs sont des femmes, 20% des maires et moins d'un tiers des présidents de région. Et ce déséquilibre, il est présent dès l'école. Un tiers des hommes ont été délégués contre seulement un quart des femmes. Et encore, certains enseignants contraignent à élire un garçon et une fille, ce qui est interdit au passage. Mais du coup, ça doit fausser les chiffres. Un deuxième impact, c'est au niveau du bien-être et de la santé mentale maintenant. Les chiffres sur la confiance en soi et le bien-être mental sont clairs. Il y a un fort déséquilibre entre les filles et les garçons. Des rapports récents commencent à s'y intéresser. La DEPP a évalué le sentiment de confiance pour l'année scolaire à venir en interrogeant un panel d'élèves de différentes classes allant de la 6e au CAP. On leur a demandé, au début de cette année scolaire, pensez-vous être prêt ou prête pour réussir votre année? Eh bien, quelle que soit la classe, on retrouve un écart d'environ 10 points. Le sentiment de confiance est plus faible chez les filles que chez les garçons. En 2002, l'enquête En Classe avait mis en évidence que les filles sont 3 fois plus nombreuses que les garçons en fréquence à se trouver très stressées par le travail scolaire au collège comme au lycée. Il y a donc un enjeu de bien-être et de santé mentale à agir sur les stéréotypes de genre. Si on redonne confiance aux filles, qu'on fait en sorte qu'elles se sentent égales aux garçons, on améliorera leur santé mentale. Au niveau de la scolarité et des carrières, comme on l'a vu dans le quiz de la première vidéo, les filles deviennent moins bonnes que les garçons en maths dès le CE1. Il est démontré que les stéréotypes ont un impact sur la réussite scolaire. D'abord, ils diminuent la valeur accordée aux apprentissages. Et oui, si on croit que c'est une vérité absolue, que c'est dû à des facteurs innés, alors pourquoi faire des efforts? Ensuite, ils augmentent l'anxiété et diminuent le sentiment de compétence, ce qui influe évidemment sur les performances. Et enfin, ils ont des conséquences sur le choix d'orientation scolaire et de carrière. Ces choix d'orientation, ils sont largement influencés par des représentations et des ambitions distinctes. Ils se façonnent en fonction des performances scolaires et ils reflètent les attentes sociétales qui ont été intériorisées dès le plus jeune âge.
Les filles sont plus littéraires, elles sont plus empathiques, elles doivent faire passer leur, famille avant leur carrière et cetera. Au lycée, elles s'orientent davantage en filière, générale que professionnelle et choisissent des options littéraires et sociales, en humanités, littéraire et philosophie, langue et littérature, civilisation étrangère et régionale. 86% des élèves sont des filles. En filière santé et sociale, 84%. Par contre, en maths, numérique et sciences informatiques, 12%. Dans le supérieur, elles s'orientent davantage à l'université, dans des formations de lettres et de santé, et moins en classe préparatoire ou dans des filières techniques et technologiques. Selon l'enquête du Haut Conseil à l'égalité, 74% des femmes déclarent n'avoir jamais envisagé d'études supérieures ou un métier dans les domaines techniques ou scientifiques. Les trois quarts. Au final, à la fin de leur scolarité initiale, même si les femmes sont souvent plus diplômées de l'enseignement supérieur, il faut quand même le souligner, chapeau mesdames, mais dans des diplômes moins porteurs en termes d'employabilité et de rémunération. Par exemple, école d'ingé, c'est 2% contre 5% chez les hommes. Et France Stratégie souligne dans son rapport Les métiers de 2030 qu'elle ne s'oriente quasiment jamais vers les filières numériques qui sont les plus prometteuses dans un avenir très proche. Voyons maintenant au niveau des salaires. Alors, malgré une lente amélioration, le revenu salarial des femmes reste inférieur en moyenne de 13,5% à celui des hommes en 2023. Alors certes, à poste comparable et en équivalent taux plein, l'écart diminue. Il diminue jusqu'à 3,8% dans le secteur du privé en 2023. Mais évidemment, le problème principal, c'est que les femmes ont souvent des postes moins rémunérateurs, conséquence directe des choix d'orientation dont on vient de parler. Et surtout, les femmes travaillent davantage à temps partiel, pour diverses raisons. Parce qu'elles travaillent davantage dans des secteurs précaires où se pratique le temps partiel, le service à la personne, la grande distribution, etc. Parce qu'elles veulent ou doivent s'occuper des enfants, etc. Et voilà, au final, l'écart reste important. Et pour finir, parlons un peu du temps domestique et parental. En fait, le partage de la charge domestique entre femmes et hommes n'a pas fondamentalement progressé au fil des années. Entre 1985 et 2010, les femmes consacrent moins de temps aux tâches domestiques, mais pas du tout parce que les hommes prennent le relais. Regardez, juste parce que les habitudes changent. On a tendance à manger des plats tout prêts, à moins repasser les vêtements, on s'équipe d'aspirateurs qui bossent tout seuls, on se fait livrer les courses, etc. Et concernant la charge liée aux enfants, les hommes s'impliquent en moyenne un peu plus, mais sont loin de rattraper les femmes. En 2020, c'est toujours pas fou. 80% des femmes consacrent encore plus d'une heure par jour au travail domestique non rémunéré, contre seulement 36% des hommes. Au final, le sexisme est à l'origine de nombreuses inégalités, mais aussi d'un continuum de violences sexistes et sexuelles, des plus anodines en apparence aux plus graves. Pour ce dernier enjeu, je commence par une bonne nouvelle. Le nombre de féminicides a baissé, 94 en 2023 contre 118 en 2022. Mais quand même, selon le ministère de la Sécurité intérieure en 2021, une femme sur 4 déclare avoir subi au moins une fois des violences psychologiques par son partenaire et une sur 6 des violences physiques. Et puis la plupart des violences passent presque inaperçues. Elles sont presque considérées comme normales tellement elles sont ancrées dans notre culture. Par exemple, selon une étude britannique de 2023, 42% des garçons pensent que la plupart des filles apprécient les actes d'agression sexuelle. Ou encore, selon le Haut Conseil à l'égalité en 2022, 37% des femmes déclarent avoir vécu au moins une situation de non-consentement, par exemple un rapport sexuel non désiré à cause de l'insistance du partenaire ou l'emprise de l'alcool. Et puis on n'a pas mentionné les violences économiques, qu'elles soient perpétrées de façon explicite, comme le refus de payer une pension alimentaire ou la contraction de dettes,
ou plus insidieuses, comme le contrôle ou le partage déséquilibré des dépenses du foyer, les violences économiques ont des conséquences graves sur les femmes en termes d'appauvrissement et de fragilisation, puisqu'elles peuvent conduire jusqu'à la perte totale d'autonomie. Voilà, manque de représentativité, santé mentale, choix des carrières et écart de salaire, partage des tâches quotidiennes, violences sexistes et sexuelles. Ça fait beaucoup de raisons de vouloir s'attaquer au sexisme. Mais il y a une bonne nouvelle, puisqu'il est une construction sociale, le sexisme n'est pas une fatalité. Grâce à l'éducation, on peut vraiment changer les choses. Encore merci pour votre engagement, on peut tous apporter notre pierre à l'édifice. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de comprendre les sources du sexisme, qui sont autant de leviers pour faire évoluer les mentalités et surtout les comportements, les habitudes. J'espère à très bientôt!